Constant pour cette belle présentation. Pour débuter ce 9e Festival des écrivains du Sud, ou 24e, 23e, selon comment on compte, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Godet. Laurent Godet qui a reçu le prix du festival, le prix des écrivains du Sud pour Chien 51, publié aux éditions Actes Sud, prix 2022. Bon, vous êtes quand même assez habitué au prix, celui-ci a une saveur bien particulière, mais rappelons quand même qu'en 2002, vous aviez déjà reçu le prix Goncourt des lycéens pour La mort du roi de Sambor, qui est également disponible auprès de notre libraire. En 2004, vous avez reçu le prix Goncourt pour Le Soleil d'Escorta, et vous avez publié de nombreux romans, et vous êtes également l'auteur de 17 pièces de théâtre. Alors, le prix des écrivains du Sud, rappelons-le, est présidé par Metin Arditi, et il était évidemment composé de Paul Constant, de l'Académie Goncourt, qui est également la directrice artistique du festival, de Mohamed Assaoui, d'Olivier Bellamy, de Jean-François Colosimo, de Pauline Dreyfus, de Robert Cobb, de Jean-Noël Pancrazy, Maryvonne de Saint-Pulgent, Valérie Touragnan, et n'oublions pas le secrétaire général, Paul Gesved. Tous ont eu évidemment un coup de cœur pour ce roman, qui colle parfaitement d'ailleurs à la thématique également de cette année, l'écrivain dans son temps, un roman d'anticipation pour réfléchir à notre époque, à notre temps, c'est peut-être l'idéal. Alors, des extraits de ce roman seront lus par Elissa Lédé-Brunel, qui est une actrice de talent, également danseuse, autrice et metteur en scène, formée au Conservatoire d'Avignon, à l'Université d'Aix-en-Provence et à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Les habitués du théâtre des ateliers vous ont vu dans de nombreuses pièces, notamment mises en scène par Alain Simon. Et en 2018, vous signez Goodbye Pénélope, votre création, que vous avez également mise en scène. Venons-en à Chien 51, publié chez Actes Sud, qui est, Laurent, votre première incursion dans l'anticipation. On pense parfois à d'autres références du genre, 1984, Le meilleur des mondes, un certain nombre de films, mais ce livre est plus que de l'anticipation. C'est aussi une dystopie magistrale qui prolonge les tendances lourdes de notre époque, qui renouvelle le genre, voire le dépasse. C'est aussi un roman noir, un roman policier, plein de suspense, également un livre politique, écologique, une fable futuriste, et peut-être même aussi un roman d'amour. C'est un livre auquel on pense longtemps après l'avoir refermé, un livre qui vous marque. Alors dans Chien 51, vous brossez un monde dominé par des consortiums comme Goltex, qui rachètent des pays en faillite, d'où fuient les habitants qui ne sont plus des citoyens. On y reviendra. Mais avant, pour planter le décor, Elissa va nous lire le chapitre premier, introductif, qui va tout de suite vous mettre dans l'ambiance. D'un coup, la ville devint folle. Lorsque les dirigeants de Goltex annoncèrent que le rachat de la Grèce était finalisé, les citoyens d'Athènes furent pris de panique. Eux qui s'étaient massivement opposés à cette acquisition, qui, durant des mois, avaient manifesté, soutenu la jeunesse lorsqu'elle construisait des barricades et jurait d'aller jusqu'au bout, finirent par se tourner vers l'oppresseur et voulurent tous partir. Même les plus réticents étaient en proie à cette obsession, quitter la ville, ne pas rester prisonniers de ce piège, rejoindre au plus vite Goltex et poursuivre leur vie ailleurs. Ils sentaient bien que leur monde allait disparaître et ils avaient peur. Des rumeurs circulaient. On disait qu'il fallait faire vite, que seuls les premiers seraient pris, que le sort des autres promettait d'être sombre. On disait que la Grèce allait être démembrée, vendue par morceaux, et que ceux qui resteraient habiteraient bientôt sur une terre d'esclaves, oubliée de tous. Il fallait s'en aller, plus personne n'en doutait. La folie s'emparait de la rue.
Sur l'avenue de Saldari, une femme qui traînait derrière elle 2 valises et ses 3 enfants en bas âge s'arrêta net, se dégrafa jusqu'à montrer sa poitrine et se mit à hurler « Prenez-nous! Prenez-nous, puisque vous achetez tout !» Sur le boulevard Tisséos, des hommes essayèrent de forcer un taxi à rejoindre le port. Devant la résistance du chauffeur qui s'enferma dans l'habitacle, ils finirent par saccager le véhicule, puis l'asperger d'essence et danser autour avec une rage qu'eux-mêmes, des jours plus tard, furent incapables d'expliquer. La défaite était consommée et la ville entière voulait fuir. Mais cela ne dura que quelques jours. Très vite, une résignation silencieuse succéda aux comportements les plus fous. Si c'était encore de la panique, elle était d'une autre nature. Les gens sortaient dans la rue avec accablement, comme s'ils s'étaient résolus à n'être que du bétail, comprenant que leur individualité ne pouvait plus s'opposer à rien de ce qui venait. Athènes marchait tête basse. Les familles avançaient, visages fermés, sans un mot. Toutes les artères qui menaient au port, à la gare ou à l'aéroport étaient saturées. Dans un réflexe absurde, beaucoup prenaient leur voiture, puis une fois bloqués dans des embouteillages démesurés, constatant qu'ils ne pourraient plus ni avancer ni faire demi-tour, abandonnaient leur véhicule en plein milieu de la route pour poursuivre à pied, rajoutant ainsi encore au chaos. La longue file de voitures abandonnées semblait désormais n'être là que pour obliger les foules à des circonvolutions cruelles, rentrer le ventre, mettre sa valise sur la tête, se faufiler entre les carrosseries qui brillaient au soleil et réverbéraient une chaleur insupportable. Sur la bretelle périphérique qui menait à l'aéroport, le spectacle était inouï. Des hommes et des femmes par milliers, patients, résignés. Malgré les annonces qui précisaient régulièrement que plus aucun avion ne prenait de passagers, que de toute façon il était impossible d'atteindre les aérogares tant il y avait de gens sur place, la foule continuait à se présenter dans le vain espoir qu'un pilote finisse par contrevenir à tous ses ordres. La ville entière voulait partir, mais elle était immobilisée par son propre nombre. Les rues grondaient du piétinement des foules impatientes, de ces milliers d'enfants tenus par la main à qui on disait de cesser de pleurer. Lorsque les nouveaux arrivants découvraient cette marée humaine, étrangement, au lieu de rebrousser chemin, ils y prenaient place, avec l'assurance que c'était bien là qu'il fallait être, faisant taire en eux leur bon sens et même leur instinct de survie, acceptant de s'annihiler dans la masse, comme s'il y avait un réconfort à se presser ainsi les uns contre les autres, celui peut-être de constater qu'ils n'étaient pas seuls et que leur frayeur et leur infortune étaient partagées. Tout était lent et pénible. La foule était exaspérée par sa propre impuissance. Il fallait supporter cette attente qui, au mieux, n'amènerait qu'au triste contentement d'avoir gagné quelques dizaines de mètres, et au pire, vous excitait les nerfs. Lui, comme les autres, s'était levé pour partir, mais à la différence de toutes ces familles apeurées, il avait un badge et un brassard qui lui permettait de passer les barrages, de doubler les files immobiles. On l'enviait pour cela. Il le sentait dans le regard que les femmes épuisées lui lançaient. Sur le port du Pirée, 2 paquebots s'apprêtaient à quitter Athènes. C'étaient des bêtes immenses, mais qui semblaient bien petites au vu de ces milliers de candidats qui espéraient monter à bord. L'embarquement avait commencé. Tous avançaient vers la passerelle avec une lenteur inventée par un bourreau méthodique. Il fallait montrer ses papiers, renoncer aux objets trop volumineux qu'on avait espéré pouvoir emporter. C'était chaque fois des cris, des protestations, des tentatives vaines de convaincre. Il regardait cette humanité défaite et se sentait honteux de la quitter. Le navire militaire qui était taqué, plus petit que les 2 autres, semblait l'attendre. Personne ne s'en approchait, il était protégé par des soldats qui tenaient à distance les candidats à l'exil. C'est là qu'il allait, d'un pas rapide. 2 jours plus tôt, il avait reçu son ordre d'évacuation personnelle.
Il avait fallu essayer de faire tenir dans sa petite valise tous les objets de son quotidien. Il n'avait dit au revoir à personne. Ses parents étaient morts quelques années plus tôt et pour la première fois, il en fut heureux, car il pensa à la tristesse qui les aurait saisis s'il leur avait été donné de voir ce naufrage. Le bateau finissait de faire le plein. Il monta à bord et s'installa sur le pont pour observer le plus longtemps possible ce pays qu'il quittait. Cela aurait dû durer des heures encore, le temps que l'équipage termine les dernières vérifications. Mais soudain, un bruit fracassant déchira ses oreilles. Il sentit un souffle chaud sur son visage et dut s'accrocher à la rambarde pour ne pas tomber à terre. Une explosion venait de souffler en une fraction de seconde toutes ses vies, toutes ses valises, ses familles encombrées. Elle avait même percé la coque du paquebot d'à côté. De là où il était, il vit la foule refluer vers les hangars. C'était la panique. Plus rien n'existait de la calme lenteur qui régnait encore l'instant d'avant. Des corps tombaient, d'autres les piétinaient sans même s'en rendre compte, des mains lâchaient des enfants, des familles se retrouvaient séparées. Et puis quelques minutes plus tard, du côté des hangars, à l'endroit où tout le monde accourait pour s'éloigner le plus possible du lieu frappé par la mort, une seconde bombe explosa, tuant ceux qui croyaient s'être sauvés. C'était imparable et monstrueux. Tout saignait, tout gémissait. Plus personne ne savait vers où fuir. Lui était tétanisé. Il ne pouvait plus quitter des yeux ce spectacle horrible. Il savait qu'il faudrait des heures pour retrouver les victimes et les compter, des heures pour évacuer la zone et organiser le secours des blessés, des heures pour ramasser les corps en miettes. Il était abasourdi, impuissant devant le carnage, avec sous les yeux cette foule indistincte qui venait de perdre tout espoir. Il pensa immédiatement au groupuscule Tijimas. C'était probablement lui qui venait de frapper. Cela faisait des semaines qu'il menaçait de s'en prendre aux civils. Il avait prévenu qu'il ciblerait les gares et les ports pour empêcher les départs. Tout allait devenir laid. La Grèce allait être brûlée, écrasée, elle allait se dévorer elle-même. Il était là, lui, accablé par ce spectacle d'horreur, inutile. Parce que loin, déjà si loin, séparé du drame par les bastingages, par la hauteur du bâtiment et par le fait que le capitaine avait ordonné de précipiter le départ et de larguer les amarres au plus vite. La lenteur avec laquelle le navire quitta le port contrastait avec la fureur qui régnait sur les quais. Il resta sur le pont, ne pouvant quitter des yeux face à lui la ville qui fumait, souffrait, criait. Les familles là-bas comprenaient que les bateaux ne partiraient pas aujourd'hui, qu'elles étaient prises au piège, frappées de tous côtés. Il les regarda pendant de longues minutes. Il ne pouvait plus rien, n'était déjà plus l'un d'eux. Il savait qu'il ne reviendrait plus. C'était la dernière image d'Athènes qui l'emportait avec lui, une ville à la bouche grande ouverte qui sentait la poudre et le sang. Tout était fini, il ne serait plus jamais grec. Merci. Une scène d'exode, de chaos qui nous laisse pour le coup vraiment chaos. Alors cette séquence, cette scène d'exode, on en a vu dans l'histoire, on en connaît, l'exode de 1940, la chute de Saigon, mais là, il y a quelque chose de doublement particulier. D'abord, ça se passe dans le berceau de la démocratie, et puis il n'y a pas de guerre à proprement parler, plutôt une sorte d'apocalypse financière, ou une guerre financière, une banqueroute qui vient à bout d'un monde ancien et qui est remplacé par un autre. Quand vous avez écrit ce passage, est-ce que vous pensiez à ce qui est arrivé à la Grèce suite à ces déboires avec le FMI? C'est ça le point de départ de ce roman?
Oui, alors, bonsoir à tous. Vous êtes collectivement très impressionnants, donc je vais mettre un petit peu de temps à me chauffer. Là, il y a un mur. Avant de répondre, juste, je voulais répondre à Paul et lui dire que j'étais vraiment très heureux d'être ici parmi vous. Je la remercie très sincèrement et très chaleureusement de cette invitation. Je suis toujours très très fâché avec les dates, j'ai une chronologie un peu floue dans la tête, mais je me souviens très bien des choses en revanche, donc je suis incapable de mettre un numéro sur l'année où je suis venu dans le cadre des Écrivains du Sud, mais je me souviens parfaitement des rencontres qui avaient eu lieu à ce moment-là. Alors je repense à Laura Adler, à Yves Simon, à Paul, voilà, ces choses-là sont restées à Sylvie Genot que vous aviez cité tout à l'heure. C'était des très très beaux moments pour le jeune homme que j'étais. Alors évidemment, j'ai un peu grisonné depuis, le temps a passé, mais il va falloir qu'on accélère, parce que si c'est tous les 20 ans, mais encore une fois, merci, et c'est un grand bonheur d'être là parmi vous. Oui, le point de départ, c'est la crise de la dette grecque, et c'est cette espèce de jeu de me dire, et si dans le roman ça se passait pas exactement comme ça s'est passé dans la réalité, c'est-à-dire que si on allait jusqu'au pire, c'est-à-dire que la Grèce était en banqueroute totale, et qu'une entreprise, une grande entreprise mondiale comme on en connaît quelques-unes, levait le doigt en disant en fait moi je peux la racheter la Grèce, il n'y a pas de problème, j'ai l'argent. Voilà, ça c'est le point, vraiment le point de départ. Je me suis dit là il y a peut-être quelque chose à faire qui me permettrait à la fois de poser le livre, vous avez entendu le premier chapitre, dans un pays qu'on connaît. Quand on dit Grèce, ça dit quelque chose à chacun d'entre nous, et puis effectivement j'ai préféré choisir Grèce qu'un autre pays, parce qu'en plus quand on dit Grèce, on dit à la fois Méditerranée, mais aussi notre passé, nous Européens, donc aussi notre rapport à l'humanisme, à l'antique, à notre savoir, et puis en même temps immédiatement créer ce petit glissement qui fait qu'on sent que non, ça s'est pas passé comme ça quand même, heureusement, et donc on va vers l'anticipation, vers j'aime pas tellement employer le mot science-fiction, je lui préfère celui d'anticipation, mais le livre propose ça, propose une plongée dans un monde futur, mais c'était très important pour moi qu'il y ait cet ancrage. Je me suis posé la question à un moment donné, quand j'ai eu cette première idée de me dire la crise de la dette grecque, on pourrait jouer avec ça, je me suis dit, où est-ce qu'il faut d'emblée plonger dans un monde lointain En fait, moi j'avais envie qu'il y ait ce référent commun, que le lecteur se dise, oui, ça ressemble à la crise de la dette grecque, pour que ça ne soit pas un univers qui flotte de manière vraiment très, très, très fictionnelle, mais qu'on puisse établir une sorte de chronologie, ce qui fait que le personnage principal dont on va, j'imagine, un peu parler, c'est quelqu'un qui pourrait presque être nous, puisqu'il a vécu cette crise de la dette grecque. Donc, dans ce futur peut-être pas si lointain, les habitants de la Grèce fuient vers différentes destinations, mais une en particulier, c'est Magnapole. Cette mégalopole qu'on découvre 30 ans après ce chapitre introductif, dans la suite du récit. Alors Magnapole, on la voit en couverture du roman. C'est un heureux hasard, si j'ai bien compris, puisque l'illustration est une œuvre en réalité plus grande, en taille, d'un artiste chinois qui s'appelle Xiao Wu, pardon pour la prononciation. Mais on a vraiment l'impression que cette image vous a inspiré, alors que, étonnamment, vous l'avez découverte après l'écriture du roman. Oui, ça c'est le travail du service chez Actes Sud qui s'occupe des couvertures. C'est toujours un moment un peu compliqué pour moi, les couvertures, j'avoue. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les écrivains, mais imaginez-vous, ça a lieu généralement assez vite après qu'on ait rendu son manuscrit et on vient de terminer le travail. Et en fait, ça a l'air de rien, mais c'est quand même la toute première image qu'on va poser sur un roman. Et moi, je le ressens toujours de manière assez violente. J'ai toujours du mal à accepter les premières propositions de l'éditeur, parce que évidemment ça ne colle jamais avec ce que j'avais dans la tête, c'est normal, mais il y a cette espèce de fixation en une image qui va quand même un peu définir l'univers pour les lecteurs et les lectrices qui ne savent pas ce que moi j'avais dans la tête. Et moi, c'est la première fois où je suis obligé de regarder cet objet-là avec distance en disant, au fait, oui, allez, objectivement, ça peut faire une bonne couverture, même si c'est pas forcément comme ça que je voyais tel personnage. Avec Chien 51, ça a été une des rares fois, franchement, sur la dizaine de romans que j'ai écrits, je crois que c'est la première fois où c'est le premier essai, il m'envoie ça, je dis oui, si les droits sont libres par rapport à l'œuvre, allons-y, c'est super.
parce qu'effectivement ça collait de manière incroyable. C'est quand même un peu ce genre d'image que j'avais dans la tête pour définir cette grande ville du futur, Maniapol, avec ce dôme climatique qui la recouvre. Alors, dans cette agglomération géante, ultra sécuritaire, les inégalités sociales sont formalisées de manière claire, puisqu'il y a des zones quasiment hermétiques, contrôlées par des checkpoints, 3 zones. La zone 3 qui accueille une population de personnes qui travaillent durement, des réprouvés, des immeubles en ruine. La zone 2 est celle d'une sorte de petite moyenne bourgeoisie, et la zone 3 est réservée à l'élite. Cette façon de segmenter une ville existe déjà, mais là, encore une fois, vous poussez le curseur un peu plus loin. Vous ne donnez pas de date sur la période où ça pourrait se passer. Pourquoi? Précisément pour dire on n'en est pas si loin, ou pour laisser l'imagination aux lectrices et aux lecteurs? J'avais un petit problème, j'étais un peu pris, je vais vous dire la vérité, j'étais un peu pris à mon propre jeu avec la question des dates. Parce que comme je pose la crise de la dette grecque, c'est datable ça. Et donc ensuite, toute précision supplémentaire, et d'ailleurs on pourrait s'amuser à le faire quand on lit Chien 51, finalement c'est pas si lointain. Or, je pense pas qu'on y soit quand même, mais je pense pas qu'on y sera dans les 10 prochaines années. Maniapol, j'espère, ne va pas naître d'ici à 10 ans. Donc le mieux pour moi était de rester flou en fait. Et c'est une règle que je me suis fixée pour l'ensemble du roman, c'est de, comment dire, de n'éclairer que les choses que j'avais envie de traiter dans le livre, et de laisser le reste dans une sorte de brume narrative, et d'assumer cette chose-là. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas dans Chien 51, que je ne sais pas moi-même, il y a des tas de choses que je n'ai pas explorées. Est-ce que Maniapol est la seule ville de Goltex? Sinon, où sont les autres? Est-ce qu'il y a voilà, il y a des tas de choses que j'ai pas, peut-être pas encore explorées, ou que j'ai pas voulu explorer, et c'est pas grave. C'est là où je trouve que mon travail n'est pas celui d'un auteur de science-fiction qui probablement lui aurait décidé d'être exhaustif dans le monde qu'il propose. Moi j'avais envie de suivre à hauteur d'homme ce personnage, Zemsparak, de laisser voir à travers ses yeux, à travers sa trajectoire, le monde qui l'entoure, et surtout de travailler sur cette question de la mémoire en fait, parce que c'est un personnage qui porte beaucoup